Madame, Monsieur, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité. Je suis Fanny Wegscheider. À la une de l'information de ce vendredi 5 mai 2017. En Algérie, le FLN et ses alliés du RND conservent la majorité absolue aux législatives qui se sont tenues jeudi. Le scrutin a été marqué par une forte abstention. Au Burkina Faso, un nouveau report du procès de la trentaine de ministres du dernier gouvernement de l'ex-président Blaise Compaoré. L'audience devrait avoir lieu le 8 mai. Et enfin, l'opposition au Mozambique a annoncé la prolongation pour une durée illimitée de la trêve dans les combats entre la faction armée de la Renamo et les troupes gouvernementales. Bonsoir à tous. Les résultats des élections législatives en Algérie ont été annoncés ce vendredi aux alentours de midi. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, Noureddine Bedoui, a officiellement proclamé le nombre de sièges obtenus à l'Assemblée nationale par chaque parti, dont celui obtenu par des femmes. Les femmes qui ont représenté environ un tiers du nombre total de candidats. Sans grande surprise, le parti au pouvoir du Front de Libération Nationale conserve une majorité, mais relative. Il place 164 de ses membres parmi les 462 sièges de députés au total. L'autre parti de la coalition au pouvoir, le Rassemblement national démocratique, reste la deuxième force politique du pays, avec 97 députés. Par rapport aux dernières législatives de 2012, le FLN d'Abdelaziz Bouteflika recule quand même fortement. Il perd 57 députés, soit 25%. En contrepartie, même s'il ne profite pas pleinement de la faiblesse du FLN, le RND progresse tout de même beaucoup, avec 29 députés de plus qu'en 2012. À noter également, dans ce scrutin, les formations islamistes deviennent la troisième force du pays. L'alliance MSP-FC et les partis Enarda et TAJ totalisent à elles 3 67 sièges contre 60 en 2013, dont 33 pour la seule alliance MSP-FC. 14 femmes sont députées dans ces trois formations. Concernant les résultats des élections, l'opération de la distribution des sièges en fonction des voix qu'ils ont obtenues, qui s'est déroulée dans le respect des dispositions citées dans les lois organiques des élections, a donné les résultats suivants. Le Front de Libération Nationale obtient 164 sièges, dont 5 représentés par des femmes. Le Rassemblement National Démocratique obtient 97 sièges, dont 32 représentés par des femmes. 299 observateurs internationaux ont supervisé ces législatives algériennes, caractérisées par un taux de participation plus faible qu'en 2012, 38,25% contre 43,14% il y a 5 ans. 23 millions d'électeurs étaient inscrits sur les listes cette année. Au Nigeria, 5 personnes sont décédées au cours de 2 attaques suicides survenues dans l'état de Borno, au nord-est du pays. La police attribue ces attentats qui ont eu lieu vers 22h45 jeudi dans la région de Mandarari aux islamistes nigérians de Boko Haram. Les kamikazes étaient 2 femmes. Très affaibli par une contre-offensive militaire soutenue, le groupe djihadiste a depuis de plus en plus recours à des attaques suicides contre des civils ou des postes de sécurité. Les principales cibles ces derniers mois sont les points de contrôle, les camps de déplacés ou encore les mosquées, particulièrement dans la capitale de l'État de Borno, Maïdougouri. 2 femmes kamikazes ont détoné 2 explosifs attachés à leur corps dans le quartier de Mandarari à Kondouga. Elles ont réussi à se suicider et à tuer 5 autres personnes. Il y a 6 personnes gravement blessées. Elles ont été conduites à l'hôpital général de Kondouga. Le chef du groupe islamiste nigérian Boko Haram dément l'annonce faite mercredi par l'armée de bombardements aériens qui l'aurait laissé blessé le 28 avril dernier. Aboubakar Shekau s'est exprimé dans une vidéo de 14 minutes mise en ligne jeudi. Il insiste également sur le fait que ni lui ni aucun de ses lieutenants n'ait été atteint. Je suis vivant. Vous n'avez pas tué un seul de mes hommes. Je ne savais même pas que l'incident dont vous parlez s'était produit. Vous avez menti en affirmant que vos avions de chasse ont survolé la route de Damboa. Je ne connais même pas ce nom et vous avez menti en disant que vous avez lâché des bombes alors que nous prions et que cela a entraîné la mort de personnes proches de moi et que j'ai également été blessé. Ce qui m'étonne, c'est que vous prétendez que je soigne mes blessures. Regardez-moi bien. Regardez ma posture. Nouveau report au Burkina Faso du procès de Blaise Compaoré et de son dernier gouvernement. Le procès, qui devait s'ouvrir ce 5 mai après un premier report le 27 avril, a été décalé au lundi 8 mai prochain. Ce jeudi, l'avocat de Blaise Compaoré, maître Olivier Sûr, n'a pas été autorisé à assister son client en exil en Côte d'Ivoire et absent du tribunal. Le procureur général n'a donc pas autorisé maître Sûr à plaider la cause de son client. Par ailleurs, les avocats ont remis en cause la composition de la Haute Cour de justice, rejetant la présence d'un juge qui ne relève pas de l'ordre judiciaire mais administratif. La Cour a rejeté cette exception et après de chaudes discussions, il a été décidé de suspendre le procès.
Le nouveau report devrait également permettre à certains avocats commis d'office de mieux préparer la défense de leurs clients. 33 ministres du dernier gouvernement de l'ancien président Blaise Compaoré, qui doit lui aussi comparaître en sa qualité de ministre de la Défense à l'époque, sont poursuivis pour leur implication présumée dans la répression armée sanglante du soulèvement populaire d'octobre 2014, qui a vu la chute de Blaise Compaoré. Ils doivent répondre devant la Haute Cour de justice des chefs d'accusation de complicité d'homicide volontaire et blessures volontaires. Le nouveau report du procès n'est pas au goût des familles des victimes qui se sont déplacées une nouvelle fois. Je suis sûr que la prochaine fois, tel que je vois la défense, comment la défense s'organise, c'est pour gagner du temps. Et ce temps pour faire quoi, ça je ne sais pas. Les droits de la défense n'étant pas respectés, le droit n'est pas respecté. Et un état de droit qui ne respecte pas le droit pour juger un homme qui a été président de la République de ce grand pays qu'est le Burkina, c'est un scandale, c'est une rupture. C'est un pas en arrière. Le président Blaise Compaoré m'a dit, lorsque vous considérez, vous, avocat, ancien bâtonnier de Paris, que les règles de droit sont respectées et qu'on me garantit un procès équitable, je viendrai. Car je veux m'expliquer. Je ne veux pas faire la politique de la chaise vive. Il mérite un procès équitable, qu'on lui donne la parole, qu'il s'explique, qu'il explique tout ce qui s'est passé, qu'il explique que l'hélicoptère, il avait donné ordre justement de ne pas tirer et qu'il avait indiqué partout qu'il voulait qu'il n'y ait aucun mort. En Afrique, l'une des grosses difficultés en matière de santé publique est la distribution des vaccins en milieu rural. L'accès aux centres de santé est parfois impossible à cause de l'état des routes. Fort de ce constat, le milliardaire américain Bill Gates a décidé d'aider l'Agence de médecine préventive, une ONG internationale, à réduire la pénibilité des agents de santé. Romuald de Vissot pour les détails. Lalo, une commune béninoise située au sud-ouest du pays. Ici, l'accès aux centres de santé est très difficile, surtout en saison pluvieuse. Mesmeassa est logisticien à l'AMP, l'agence préventive de médecine. Chaque début de mois, il assure la distribution des vaccins grâce à Logivac+, un projet soutenu financièrement par la fondation Bill et Melinda Gates et d'autres partenaires. Premier réflexe, avant le chargement des vaccins dans ces glacières, Mesme vérifie si le thermomètre du réfrigérateur affiche un chiffre qui oscille entre plus 2 et plus 8 degrés. Il prend ensuite les pistes rurales pour approvisionner les centres de santé. Cette zone comporte 26 centres et le logiciel est tenu en 10 jours ou en 8 jours passer dans les 26 centres pour doter les centres de santé de leurs vaccins. Dans ce centre de santé du village Ahodinaka, comme partout ailleurs, dans les différentes zones sanitaires, les vaccins sont remis à l'infirmier, chef du poste. Ce nouveau système de distribution a beaucoup d'avantages. On est sur place et Logivac vient juste à la fin du mois, quand on finit de faire l'inventaire du mois, il passe pour nous servir des vaccins. Donc ça évite les absences au poste, parce que souvent tu vas aller à la commune, tu vas perdre toute la journée pour attendre pour les vaccins avec les risques qu'il y a sur la voie. Et voyant aussi notre milieu, nous sommes dans un milieu très enclavé où en période pluvieuse, là c'est difficile. Mais avec Logivac, on est servi sur place, on est soulagé. Autrefois, les vaccins étaient centralisés à plusieurs kilomètres des centres de santé et chaque infirmier se déplaçait pour aller les chercher. Logivac Plus a réglé ce problème en dotant les centres de santé de réfrigérateurs fonctionnant avec l'énergie solaire dans lequel sont stockés les vaccins. Quand on vient dans un centre de santé comme à Ahodinaka, quand on est venu, on fait d'abord, on s'assure de la fonctionnalité du réfrigérateur. Après, on fait un inventaire physique pour voir la quantité de vaccins qu'il a, pour pouvoir compléter et amener le stock à niveau. Mais la difficulté qui surgit avec le solaire est l'entretien de ces dispositifs. Les batteries ne marchent plus. J'ai déjà soumis ça au médecin-chef et puis il a dit qu'il sera en train de voir comme on rentre dans une nouvelle année qu'il va se mettre aux partenaires et voir comment ils vont nous appuyer encore de plus. Dès que les batteries du système solaire seront remplacées, la conservation des vaccins ne sera plus un souci. Car s'il faut revoir, un infirmier attacher une glacière de vaccins sur sa motocyclette pour aller chercher des vaccins à des dizaines de kilomètres, ce sera un grand recul en termes de développement.
En Éthiopie, l'Organisation des Nations Unies a appelé jeudi à relâcher des prisonniers arrêtés lors des manifestations antigouvernementales de 2015-2016. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU était à Addis Abeba. Après une visite de 3 jours dans le pays, sur invitation du gouvernement éthiopien, Zeid Ra'ad Al-Hussein s'est vu refuser l'autorisation de mener une enquête indépendante sur la répression de ces manifestations et son équipe a été empêchée de se rendre dans les régions où la contestation a été la plus forte. Le mouvement de contestation antigouvernementale a débuté en région Oromo, au centre et à l'ouest du pays, en novembre 2015, avant de s'étendre à la région Amara, au nord du pays, à partir de l'été 2016. La Commission éthiopienne des droits de l'homme estime que 669 personnes ont été tuées en 2016 et plus de 63 membres des forces de sécurité. Ce rapport soumis au Parlement ne couvre qu'une partie des régions concernées. Je demande au gouvernement d'envisager, si possible, la remise en liberté d'un certain nombre d'individus dont l'arrestation ou l'inculpation semble avoir été motivée plus par la peur des critiques contre le gouvernement que par des preuves de leur volonté de déclencher un renversement violent du régime. Le nombre extrêmement élevé d'arrestations, plus de 26 000, suggère qu'il est peu probable que les garanties de la règle de droit aient été appliquées à chaque cas. Je crois que mon personnel devrait avoir accès aux zones touchées et je renouvelle mes demandes afin que nous puissions évaluer la situation et déterminer quel soutien supplémentaire peut être accordé aux autorités, y compris à la justice. Il semble qu'il soit nécessaire de disposer d'un espace civique beaucoup plus large et plus libre avec une latitude plus large pour les avis, critiques ou une opinion dissidente à la prise de décision. Je suis également préoccupé par le fait qu'une définition excessivement large du terrorisme peut être mal utilisée contre les journalistes, les blogueurs et les membres des partis d'opposition. Comme je l'ai dit, dans de nombreux pays, si la lutte contre le terrorisme est mal utilisée comme prétexte pour attaquer un désaccord, cela n'aura que des conséquences négatives et affaiblira l'État. Direction l'Afrique centrale à présent. Le campus de l'université de Yaoundé 2 a abrité ce vendredi une conférence débat portant sur l'évaluation du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Une évaluation engagée en 2014 par un groupe de chercheurs camerounais et qui a débouché sur la production d'un ouvrage intitulé « Document de stratégie pour la croissance et l'emploi au Cameroun. Comment atteindre une croissance à 2 chiffres ?» Steve Gabangena et Fabrice Mvama nous en disent. Le Cameroun est engagé depuis 2010 dans une politique de développement décrite par son document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Seulement, les grands chantiers entrepris depuis lors connaissent pour la plupart d'énormes difficultés. La cause, selon les intervenants de cette conférence débat, les limites que présente le DSCE face aux différents chocs que connaissent le pays. Nous avons abordé les questions liées à la modernisation de l'appareil de production, au développement des infrastructures, qui peuvent être également perçus à l'aune de la transformation structurelle. Nous avons fait quelques aménagements au niveau du ministère de l'économie pour justement adresser ces problématiques qui pourraient permettre à notre économie justement d'étendre vers une croissance à 2 chiffres. Nous avons prévu que nous pouvions avoir cette croissance à 2 chiffres. Nous avons des possibilités énormes. On vous a parlé de programmes ferroviaires et tout ça. Je vous ai dit qu'il y a une corrélation positive et significative entre l'investissement et la croissance. Il faut aujourd'hui mettre en place des outils qui permettent d'améliorer la capacité d'absorption. Et cet outil-là, c'est un bureau d'études qui va permettre de préparer les projets. Une équipe de chercheurs avait été mise sur pied en 2014 par l'administration de l'université de Yaoundé 2. Son rôle était de mener une réflexion sur l'évaluation de ce DSCE afin de faire ressortir dans une démarche constructive ses forces et faiblesses tout en proposant des solutions permettant de le solidifier, le rationaliser et le réorienter. Il y a un problème d'ajustement à faire par rapport aux évolutions des différents chocs sécuritaires, économiques avec la baisse du prix du pétrole, avec les APE qui sont mis en œuvre et puis même des chocs internes, nos propres soucis, nord-ouest, sud-ouest. Ces chocs nous détournent de la mise en œuvre de ce DE, parce que du DSCE, la mise en œuvre nécessite des moyens financiers massifs. Et vu qu'il y a des chocs qui se produisent tout le temps, il faut voir comment retrouver un sentier qui nous permette de bâtir notre trajectoire sans toutefois être perturbé par ces chocs. C'est ça l'objectif de l'étude. Présents à cette conférence débat, les nombreux étudiants et chercheurs ont pu tirer des leçons concrètes leur permettant de mieux appréhender le DSCE dont la 2e phase est engagée.
Nous pensons qu'ils se sont accordés sur le fait qu'il y a des choses à améliorer là-dedans et nous pensons que si certaines idées qui ont été défendues par les auteurs sont mises en application dans la phase 2 du DSE, on pourra arriver à des meilleurs résultats. Le produit de cette recherche, qui sera officiellement présenté le 10 mai prochain, se propose alors aux décideurs camerounais comme une solution pour atteindre une croissance à 2 chiffres à l'horizon 2020. De l'emploi, ils aimeraient en avoir plus. Eux, ce sont les révoltés de la région du Rif au Maroc. Depuis plus de 6 mois, une contestation populaire secoue cette enclave montagneuse berbère de la côte méditerranéenne et historiquement frondeuse. La ville d'Al Hoceima est l'épicentre du mouvement né en octobre de l'indignation provoquée par la mort d'un vendeur de poissons broyé dans une benne à ordures. Le mouvement a depuis un nom, Hirak, la mouvance, et s'est étendu à toutes les communes de la province économiquement sinistrées et qui se sentent délaissées. Au fur et à mesure des rassemblements, Nasser Zefsavi est devenu le leader de la contestation. Il déclare que ce séisme social, comme le surnomme la presse locale, durera jusqu'à ce que les autorités répondent à leurs revendications sur le développement économique et social de la région du Rif. Ce chômeur de 39 ans se défend par ailleurs de représenter un mouvement séparatiste, comme l'État l'aurait désigné. En 1922, Abdelkrim El-Khattabi, vainqueur du colon espagnol, avait alors proclamé l'éphémère République du Rif. Les revendications des jeunes du mouvement sont des demandes légitimes et justes. Le droit à avoir un travail, une dignité, le droit aux soins médicaux, à l'enseignement, ce sont des revendications légitimes. Nous insistons sur notre refus total et collectif des politiques publiques de l'État qui ne sont ni populaires ni sociales. Nous ne sommes pas des séparatistes et l'État le sait très bien. Mais ce qu'ils font, c'est d'essayer de divertir l'opinion locale, nationale ou même internationale en disant que nous sommes des séparatistes. Nous sommes des fils de pauvres, des gens simples sortis dans la rue pour dire non à l'injustice et à la tyrannie. Nous avons réussi à faire cela parce que notre mouvement a des bases solides et fortes, la volonté et la détermination d'atteindre nos objectifs. Qu'est-ce qui empêche l'État central de répondre aux demandes des citoyens, comme des hôpitaux, des universités, combattre le lobby de l'immobilier, combattre la mafia, les lobbies du port qui exploitent les richesses de la mer. En Afrique australe, pour poursuivre notre point quotidien sur le Forum économique mondial sur l'Afrique, qui s'achève ce vendredi à Durban. L'un des sujets abordés lors de ce Davos africain est la croissance du continent. Pour la directrice générale d'Oxfam International, elle ne peut être atteinte que si les inégalités sont d'abord combattues. Je veux que la réduction de la pauvreté et la lutte contre les inégalités soient au centre de nos stratégies de croissance. C'est le résultat principal que je voudrais. Les gouvernements africains devraient développer des systèmes fiscaux progressifs, fermer les paradis fiscaux, résister aux avantages fiscaux et aux réductions fiscales et s'assurer qu'ils collectent tout ce qu'ils devraient recueillir auprès des entreprises qui sont sur ce continent. Beaucoup d'argent qui devrait profiter au gouvernement africain est perdu. Il faut réduire l'imposition des personnes pauvres, véritable fardeau que les gouvernements africains leur mettent sur le dos via des taxes à la consommation. Autre thématique discutée au Forum économique mondial sur l'Afrique, la situation de crise traversée depuis plus de 3 ans par le Soudan du Sud, avec pour conséquence une famine qui pourrait faire 6 millions de morts. Parmi les intervenants, il y avait l'acteur afro-américain Forest Whitaker, également envoyé spécial de l'UNESCO pour la paix. Il a exhorté la communauté internationale à faire plus d'efforts pour mettre fin au conflit au Soudan du Sud. La question est de savoir, quand vous regardez la situation à l'échelle mondiale, qui va faire un pas en avant et amener les différents acteurs à la table pour avoir une discussion, pour essayer de résoudre le problème du conflit au Soudan du Sud. Car en dessous, il y a un groupe de personnes qui espèrent cela. La communauté internationale doit continuer à faire avancer l'agenda vers le retour de la paix au Soudan du Sud. Je pense qu'ils ne peuvent pas démissionner simplement parce que la situation est compliquée. Avec l'ONU qui est là pour amener la paix, il faudra redoubler d'efforts pour essayer d'obtenir un dialogue afin que nous puissions trouver des moyens pour pouvoir mettre fin à ce conflit. Est-ce que je pense qu'ils ont fait assez? Non, car nous n'y sommes pas encore arrivés.
La communauté internationale doit exercer une pression sur les groupes armés pour qu'ils viennent à la table et négocier la paix pour mettre fin à cette souffrance. Deuxièmement, une aide humanitaire d'urgence est nécessaire. Les pays qui ont promis de l'aide, seulement 25% des 4,4 milliards de dollars nécessaires pour lutter contre la famine ont été fournis. La famine est un signe d'échec. La famine peut être évitée si la réponse arrive dans les temps, donc des ressources sont nécessaires. Les gouvernements africains doivent obliger les différentes parties à s'entendre pour cesser le feu. Les armes doivent devenir silencieuses. Dans le Soudan du Sud, depuis le début du conflit, 82 travailleurs humanitaires ont été tués, 15 cette année seulement. Ils tuent des travailleurs humanitaires, ils pillent l'aide humanitaire, ils ne respectent pas les règles de la guerre. Nous ne pouvons pas accéder à ceux qui sont le plus dans le besoin à cause du manque de respect des lois internationales. Permettez donc au gouvernement africain de faire pression sur ces groupes pour qu'ils respectent la loi humanitaire. Nous, Africains, nous devons également nous assurer que les recettes intérieures de notre gouvernement, qui sont consacrées à l'agriculture, qui sont consacrées à l'ensemble du système alimentaire, soient vraiment respectées selon la déclaration de Malabo. En Afrique, nous savons que le changement climatique est là pour durer. Il y a la sécheresse, il y a des inondations et maintenant nous parlons de la famine. Pourquoi ne pouvons-nous pas planter afin d'être résistants, afin d'atténuer cela et de régler le problème en tant que pays? Lorsque nous parlons de petits agriculteurs, la tragédie, c'est que la plupart d'entre eux ne sont que des producteurs de subsistance. Ils ne sont pas accompagnés pour faire de l'agriculture comme un business. La journée de jeudi du Davos de l'Afrique a également été marquée par l'interview du président du Zimbabwe, Robert Mugabe, qui n'a pas accepté que l'on dise de son pays qu'il traverse une grave crise économique et financière depuis des années. Pour le chef de l'État, le Zimbabwe est même le deuxième pays le plus développé d'Afrique. Bien sûr, vous savez que ce n'est pas vrai. Le Zimbabwe est l'un des pays les plus développés en Afrique et après l'Afrique du Sud, je veux savoir quel pays a ce niveau de développement que nous voyons au Zimbabwe. Nous avons 14 universités, notre taux d'alphabétisation est de plus de 90% et c'est le plus haut en Afrique. Ils ne parlent pas de nous comme un État fragile d'un point de vue économique. Oui, nous avons nos problèmes, mais nous avons certainement tenu notre promesse. Nous avons des ressources, peut-être plus de ressources que les autres pays du monde. Or, diamants, chrome, charbon, platine, etc. Et nous les utilisons. Et notre agriculture est très viable. Et cette année, nous aurons une récolte exceptionnelle. Nous ne sommes pas un pays pauvre et nous ne pouvons pas être un pays fragile lorsque nous avons ces ressources. Mais si quelqu'un veut nous appeler fragile, il est libre de le faire. Je peux appeler l'Amérique fragile. Quittons à présent l'Afrique du Sud pour traverser la frontière. Au Mozambique, Afonso Dhlakama, le chef de l'opposition, a annoncé jeudi la prolongation illimitée de la trêve qui est observée depuis décembre dernier par la faction armée de son parti, la Renamo. Cette trêve était intervenue pour marquer la volonté des belligérants de mettre fin à la guérilla qui oppose la Renamo aux troupes gouvernementales dans le centre du pays. L'ancienne rébellion de la guerre civile mozambicaine qui s'est déroulée entre 1976 et 1992 a repris les armes en 2013. Elle conteste la mainmise du parti Frelimo au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975. Cela ne signifie pas la fin de la guerre, mais le début de la fin de la guerre. Car de fait, une trêve sans date limite signifie que la fin de la guerre est en vue. La trêve va être prolongée pour plus longtemps. Désormais, il n'y aura plus de date limite, car on espère que les commissions de négociation pourront travailler sans pression, de manière à permettre que plus ou moins d'ici à la fin de cette année, tout soit résolu. Le souhait des deux leaders est que cette trêve soit définitive. Ce souhait a été clairement exprimé par son Excellence, le président Dhlakama. Mais seule la pratique sur le terrain va pouvoir démontrer si la trêve est définitive ou non. Et ce dimanche aura lieu à Londres la cérémonie des Screen Nation Awards 2017. Cet événement célèbre chaque année la diversité et l'excellence en attribuant des récompenses aux afrodescendants qui évoluent dans l'industrie audiovisuelle et le cinéma. Venu tout spécialement de New York pour participer à cette cérémonie, l'acteur ivoirien Isaac de Bancolé sera honoré pour sa contribution exceptionnelle au 7e art. Après plus de 30 ans d'une carrière discrète et internationale, l'acteur et réalisateur de 60 ans, qui se destinait à une carrière de pilote de ligne, est prêt à se lancer dans de nouveaux projets, notamment en Côte d'Ivoire. Raïssa Okoye et Pierre Kanga.
Je suis à Londres aujourd'hui à l'invitation de Screen Nations Award. J'ai l'honneur d'avoir été sélectionné pour ma contribution dans l'industrie du cinéma. C'est un véritable plaisir d'être ici. Cela me donne la force de redécoller. C'est toujours avec enthousiasme. C'est toujours avec enthousiasme que je fais ce métier. Aujourd'hui, j'ai envie, après un peu plus de 30 ans, en train de voguer sur les différents continents comme ça. Aujourd'hui, mon envie et ma responsabilité, quelque part, c'est aussi redonner un peu à l'Afrique, redonner aux jeunes Africains. Quand je vais en Côte d'Ivoire ou quand je vais au Kenya ou quand je vais au Ghana, je vois des jeunes qui ont tellement de talent et j'ai envie qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'ils sont dans la rue peut-être ou qu'ils sont pas à l'école que leur vie n'a pas de sens. Non, ils ont beaucoup à donner, beaucoup à apprendre et leur redonner espoir. Donc essayer de faire ce métier, d'inculquer ce métier, de participer à une école de cinéma et de théâtre. J'ai des projets en Côte d'Ivoire pour cela. J'ai des projets de film aussi que je vais faire bientôt là-bas. Donc ça me redonne encore une nouvelle dimension, une nouvelle envie, et, un nouvel élan, quoi. Je vais passer derrière la caméra. Je suis passé derrière la caméra pour un docu-fiction, un documentaire sur la musique avec mon ex-épouse. Sur le jazz que j'ai filmé sur 2 continents, les États-Unis, l'Australie, qui est un très très beau film d'ailleurs en noir et blanc qui s'appelle Traveling Miles. En Afrique, il y a un talent de vivier, il y a un vivier de talent tellement énorme qu'il ne faut pas laisser passer ça. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain samedi pour votre revue africaine de la semaine. Bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine.